Jamila Saber, bonjour. Bonjour. Ça va? Alhamdulillah. Vous allez bien? Ça va. Eh bien, cette fois-ci, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné de deux grands hommes qui sont là pour préserver le patrimoine culturel algérien en général et notamment oranais. Et bien sûr, nous avons avec nous Abdelhak Abdeslam. C'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Ça va? Très bien. Vous allez bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, vous êtes accompagné de monsieur Mohamed Amin Rezizet. Alors, lui, il a plusieurs casquettes. Oui. Ça va? Ça fait hip-hop, je suis... Ouais, وحدة منا وحدة هكا وحدة اللي تقول bonjour. Bonjour. Là, تقول السلام عليكم. Salam alaikum, ça va? Très bien, et vous? Alhamdulillah, très bien, et vous? Ça va, ça Alors va. vous êtes secrétaire général du comité du patrimoine matériel et immatériel de l'Organisation nationale du travail touristique et chercheur. Il faut prendre le souffle pour l'annoncer. Exactement, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est trop long là. Oui, bien sûr. Ça va? Présidé par monsieur Abdelkader Zouid que je salue. Très bien. D'accord. Et... À qui on dit bonjour? Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Donc voilà. Très bien. Merci pour l'invitation déjà. Merci à vous d'ailleurs, ça fait longtemps. Je suis heureux. On vous a reçu très longtemps là, parce que vous étiez dans le côté, mais vous l'êtes toujours dans le côté bien sûr, artistique. bien sûr. Donc ça fait quand même des années. 13 ans. La Quand première même. fois que je suis passé avec toi, ça ça fait ne 10 ans. rajeunit pas. Hein. On a fait des piges. C'est toujours un plaisir de vous recevoir Également, sur le également, plateau de également. Bonjour d'Algérie. Donc je Également. rappelle à nos chers amis téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, eh bien le slogan cette année du mois du patrimoine, c'est le patrimoine culturel algérien et ses prolongements africains. Alors pourquoi? Que signifie justement ce slogan, Maître Saber Jamila? Très bien. Donc, comment c'est que rien n'est fait d'une manière anodine? Donc, tout a une raison, tout a une histoire. Et donc, pourquoi ce slogan de prolongement africain? Pourquoi? D'habitude, généralement, nous, les Algériens, on est connus par tout ce qui est bassin méditerranéen. Voilà. Donc, pourquoi ce slogan-là? Alors, je vais vous dire. Attendez, avant de me répondre, Oui. est-ce que essayer de montrer, on va dire, le patrimoine algérien, on va dire, au fin fond de l'Afrique? Possible, parce qu'on a une relation quand même. On est africain. situé à l'Afrique du Nord, quand Et même. on est africain, voilà. d'ailleurs. Et on a c'est certain. Mais, c'est-à-dire, on revient là, déjà, on revient aux conventions internationales de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine, qui ont été signées. Donc, on revient, il y a d'abord la convention de 1954, la convention de ce qu'on appelle de la Haye, donc qui protège tout ce qui est patrimoine culturel, matériel, immatériel pendant la période de guerre, pendant les conflits armés. Donc, c'est-à-dire il y a une protection de tout ce patrimoine. Ensuite, il y a eu la Convention internationale, la deuxième, de 1970, qui a été signée par le gouvernement algérien et qui l'a ratifiée en 1972. Et de là, donc pourquoi c'était le premier pays africain qui a signé et ratifié cette convention? Pour la sauvegarde. Ah oui, l'Algérie était le premier pays africain. Donc c'est pas anodin. Donc il y a toute une histoire. J'arrive. Hein. Donc et de là, ils ont l'Algérie, le gouvernement algérien a créé ce qu'on appelle le CRESPIAF. C'est un centre régional pour la protection du patrimoine immatériel africain. Ah, quand même. Oui, il est méconnu, hein, ce centre. Voilà. Il est là en Algérie? Oui, il est à Alger. Alger. Voilà, il est à Alger. Donc, et ce centre, pour vous dire, c'est-à-dire, on ne l'a pas trop vulgarisé, les gens ne le connaissent pas. Il a formé pas mal d'experts pour l'évaluation et l'expertise des objets de patrimoine et tout ça. Et dernièrement, comme elle a annoncé Madame la ministre de la Culture, il va y avoir une promotion de 44 experts formés en Algérie dans ce centre, le CRESPIAF. Ah, très bien. Oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour Mohamed Amin Rezizet. Alors, bien sûr. exactement, et toute Toute l'équipe, exactement. Et il y a encore une suite. Oui. Donc, il y a eu la création du Grand Musée africain qui va être inauguré le mois de juin 2023 et qui va être abrité provisoirement au niveau de la villa Balkine. Elle est d'origine de construction ottomane. Oui. Qui vient d'être restaurée provisoirement. Il va être inauguré le Grand Musée africain.
Donc, c'est pas anodin. Moi, je pensais D'où- que c'était le grand musée africain, que c'était le nouveau musée du Caire, non? Non, 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 on a un musée qui va être inauguré le mois de juin bien. 2023 par la ministre Ah, de la ben, Culture. donc, et de toutes les façons, l'Algérie a toujours été Tout à fait. classée première Tout dans à tout, fait. dans tout ce Et qu'elle entreprend. voilà. Et elle a aussi, Alhamdoulilah, d'ailleurs. tout à fait. Et que l'Algérie aussi, après cette convention qui a été signée en 70 et ratifiée en 72, donc elle a signé une autre convention et ratifiée. Elle a signé en 95 et elle l'a ratifiée en 98. Ça, c'est très intéressant. C'était pour la restitution de c'est-à-dire tous les objets de Ouais. patrimoine qui soient mobilier ou immatériel qui a été volé, spolié. Et, Afin de le récupérer. tout à fait, pour le restituer, c'est-à-dire dans un cadre légal. Et ce qui se fait au fur et à mesure et tout ça, et ça, ce qui fait vraiment plaisir, sincèrement. Et ça continue. De toutes les façons, nous sommes bien protégés par notre Tout gouvernement, à fait, alhamdoulilah. tout à fait. Donc, ils vont certainement récupérer tout ce qui nous Ils a ont été déjà volé. récupéré, ils continuent à récupérer. Oui, D'ailleurs, voilà. ils mobilisent. Ce qu'on a vu, c'est pas seulement le ministère de la Culture qui est mobilisé. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de exactement. l'Intérieur, le ministère de la Défense. Parce que- Pratiquement plusieurs Voilà, plusieurs parce qu'il y a, ministères. il y a une exportation des objets qui sont volés, une exportation, il y a une importation aussi. Exactement. Voilà, tout à fait. Eh bien, avant de continuer avec vous, alors là, je m'adresse à vous, Abdelhak Abdeslam. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie, surtout pendant le mois du patrimoine. Donc, et là, c'est que aujourd'hui, vous nous proposez plusieurs circuits pour l'occasion. Mais quoique vous, le mois du patrimoine, pour vous, c'est toute l'année. Oui, le patrimoine mérite d'être... Ça va depuis la dernière fois? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Alors, des balades? Oui, oui, il y a cette année, ça commence à frémir un peu sur le plan touristique, donc on reçoit Oui, j'ai pu Pas mal. apercevoir hier pas mal de touristes qui étrangers. reprennent après cette crise du Covid qui a Voilà, paralysé le secteur. Donc il y a une reprise et on sent un bon frémissement. Hein, Pour Oran, pour Oran et pour toute l'Algérie. toute hein. l'Algérie. Oui, oui. Très bien. Donc nous, en fait, en tant que je suis membre d'une association, c'est Bel Horizon. Bel Horizon, oui. Donc dans l'objet, c'est Qui la œuvre préservation. toujours à la préservation Voilà, du la préservation du du patrimoine. patrimoine. Et nous sommes partis d'une idée. Pour préserver le patrimoine, il faut d'abord le faire connaître. Et pour le faire connaître, il faut amener les gens sur le terrain. Et c'est ce qui nous a permis de créer des circuits touristiques pour la population oranaise. On Oui. a fait énormément de randonnées, de visites guidées, etc. Moi, j'en ai fait beaucoup, hein, d'ailleurs. Voilà. Et, Oui, et mais pour... c'était beau, c'était magnifique parce que en se baladant, on découvre des sites Ouais. magnifiques, des vestiges architecturaux aussi magnifiques. Tout à fait. Ce qu'on a, c'est vraiment un vrai trésor patrimonial. Hein. Oui, et il y a beaucoup de choses encore qui restent à découvrir, à disons, faire connaître, créer des circuits, soit généraux, soit thématiques. Donc nous avons, à partir de... Bon, l'association a été fondée en 2001, et à partir de cette date, nous avons créé des circuits, la fameuse randonnée, hein, qui a été Effectivement, connue d'ailleurs. notamment pour le 1er mai, et qu'on a été... Ce que j'ai aimé, c'est quand on faisait le rassemblement à la place d'Armes, Oui, c'est-à-dire place du 1er novembre, et de là, exactement, on part place jusqu'à du 1er Moulay novembre. Abdelkader. Alors déjà, à la place du 1er novembre, c'est qu'il y a des vestiges architecturaux tels que Oui, l'APC bien d'Oran, qui est un vestige théâtre, magnifique, le théâtre qui s'appelait l'Opéra d'Oran. Je pense qu'il a été construit en 1900. Il a ouvert ses portes en décembre 1907. Voilà. Voilà. J'étais pas loin. Exactement. Quand même, Oui, non, ça va. hein. Ça va. Ani جايبك شوية. Bien. Il y a l'obélisque de la bataille de L'obélisque, Sidi voilà. Ibrahim aussi, qui est importante. À l'effigie de l'émir Abdelkader, Tout à fait. quand il a gagné la bataille de Sidi Ibrahim. Voilà. C'était en 1847. 45, la bataille s'est déroulée. J'étais pas loin, hein, finalement. Non, non, ça va. Raki. Ça va, Ani Harda شوية. Bien. Très bien. Donc on partait de là et on montait jusqu'à Moulay Mais Abdelkader. avant de monter,
Voilà, ça nous permet de traverser le vieil Oran. Voilà. Et donc, on passe à côté de monuments. C'était l'occasion de raconter un peu l'histoire de la ville. Et quels sont ces monuments par lesquels on passe vous avez d'abord ce circuit, on va dire. ce qu'on appelle, ce que la France appelait le Château Neuf, hein, donc la fortification espagnole du Alcazar avec le palais du Bey, le jardin Ibn Badis, la mosquée du Pacha, la place Kléber, où il y avait Boudali Hasni actuellement. Boudali Hasni, où il y a l'ancienne préfecture et le premier hôtel touristique d'Oran, hein, qui est maintenant siège de l'OPJ. Ensuite, la porte de Canastel, et puis l'église Saint-Louis, l'hôpital Baudens, la porte du Santan, Bab el-Hamra, et jusqu'à Santa Cruz et Moulay Abdelkader. Donc ça, c'était la grande balade. On a été obligé de l'arrêter en 2011 parce qu'on a été dépassé par le succès de cette balade. Vous ne pouviez plus maîtriser... En 2011, on était plus de 20 000 à faire cette balade. Effectivement, oui. Et c'est très difficile de gérer une foule de 20 000 en petit groupe, c'est beaucoup mieux, je pense. Oui, au début, on était une quarantaine. Hein. On a commencé ça, une quarantaine de personnes. Et d'année en année, comme ça a eu du succès. Donc, on a eu beaucoup de monde. Donc ça, c'est un des circuits. C'est un des circuits. Alors, et le deuxième circuit, qu'est-ce que vous nous proposez? Il y a d'abord le circuit du Vieil Oran. Donc, je viens de citer quelques monuments. Nous avons le circuit lecture architecturale qui se passe en ville. Vous savez que Oran, notamment dans l'art déco, c'est un musée à ciel ouvert. Effectivement, oui. Donc, on a une balade. D'ailleurs, quand on a arrêté la grande randonnée, on a transformé ça en balade urbaine avec injection de spectacles de rue. Donc on faisait une balade à l'intérieur de la ville avec des artistes qui se produisent sur les places, hein, le long du parcours. Donc il y a ce circuit-là. On a le circuit des femmes célèbres, les femmes qui ont marqué l'histoire de la ville, de Aziza Al-Mouravid jusqu'aux combattantes du FLN. Donc, on a ce circuit. On a le circuit de Mdine Jdida. Ah oui. La mosquée Chérifia, Nadras al-Falah, mosquée Ben Kabou, le Tahtaha avec le monument aux morts. Donc ceux qui ont été tués lors de l'attentat de l'OAS en février 1962. Nous avons Sidi Blel avec les impasses, Rochette. D'où sont sortis Blaoui el-Houari. Hein, effectivement, d'ailleurs il est né là-bas. Voilà. D'ailleurs, Zabana. Zabana qui est né là-bas. On a l'autre Khosha où a vécu Lula. Donc, Mdine aussi, c'est. Donc, justement, alors là, vous me dites Mdine. Bon, Mdine, c'est actuellement, on l'appelle Mdine. Oui. Mais avant, l'ancienne appellation, c'est le village nègre. Oui. Pourquoi on l'appelait le village nègre? En fait, c'est la France qui a donné fixé un peu la masse des Algériens qui avaient fui quand la France est rentrée, donc ils ont quitté la ville, ils étaient un peu dans les plaines, pour les fixer, pour pouvoir les contrôler. Donc la France a décidé de donner aux indigènes, comme ils les appelaient, un terrain qui était en dehors de la ville. C'était extramuros. Donc, et les Algériens ont commencé donc à lotir cet espace-là. Pour les Français, nous étions des nègres. Hein, parce qu'on est bruns. Quoique... Bon, il y avait quelques populations, disons, noires, hein, qui habitaient l'endroit, et donc nous n'étions pas des blancs. Hein. Pas tout à fait blanc. Il y a une petite différence entre les deux. Parce que les Européens on représentait l'Afrique du Nord. Donc tout ce qui est Afrique est noir pour eux. Voilà. C'est un peu une forme de mépris de l'indigène. Oui. Quand je dis indigène, c'est l'enfant du pays. Voilà, exactement. Ce n'est pas du tout connoté chez moi. C'est un indigène. Voilà. Très bien. Alors, et là, je m'adresse à vous, Monsieur Mohamed Amin Rezizet. Alors là, vous aviez un but de venir chez nous. D'ailleurs, vous m'aviez appelé, vous m'aviez proposé un sujet qui est très important d'ailleurs, parce que tout au début, c'était pas anodin quand je vous ai dit que vous êtes chercheur. Exactement. Parce que vous êtes chercheur dans le patrimoine. D'une certaine façon. Oui, bien sûr. Parce que de précisant, mes recherches étaient plutôt orientées vers la production artistique.
Effectivement. Écriture Alors, scénaristique. D'accord. déjà, alors laissez-moi finir mon idée, voyons. Mais non, je suis en train de plaisanter. Donc, et là, c'est que vous avez plusieurs casquettes, comme je l'ai annoncé tout au début. Donc, parlez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé au patrimoine. Quel a été l'élément déclencheur pour vous? Très bien. Donc, de formation, je suis ingénieur en informatique. Donc, ça n'a rien à voir avec c'est tout ce qui est un autre histoire, domaine, anthropologie. carrément, ça n'a rien à voir, oui. Exactement. Mais, comme a fait le sujet de ma première apparition avec vous, ça fait déjà 13 ans. Effectivement, C'était pour oui, un spectacle avec oui. Jalal Adnani. Oui, dans effectivement, oui. Exactement, que je le salue déjà. Notre collègue, Oui. qu'on salue d'ailleurs au passage. Jalal, coucou. Coucou. Voilà. Donc, depuis, je me produis dans, c'est-à-dire tout ce qui est théâtre, c'est l'écriture surtout, hein. C'est écriture de pièces théâtrales. Et depuis 2018-2019, suite au Hirak, puis le Corona, Covid, je me suis isolé un peu de la scène. Donc j'ai commencé à faire des recherches pour enrichir les textes. Parce qu'un texte, c'est-à-dire un scénario, une histoire, c'est un univers. Effectivement. C'est une population. C'est des convictions. C'est une grande imagination aussi. Exactement. D'accord. Donc et là, pour enrichir les textes, je devais faire des recherches, c'est-à-dire côté anthropologie, histoire, pour atteindre la vraisemblance de l'histoire, c'est-à-dire l'imagination, pour que ça soit cadré et pour faire vivre, c'est-à-dire l'histoire au lecteur. Et l'imagination, pour que ça soit cadré et pour faire vivre, c'est-à-dire l'histoire. De là que j'ai commencé à m'intéresser à quelques notions, parce que je suis plus sur le fantastique, écriture fantastique. La notion de temps, conscience, si vous m'aviez dit dans une autre, alors là, c'est que je me serais dit non, c'est pas normal parce pas mon que profil. déjà en 2013, vous étiez dans le fantastique. Exactement. Oui, j'ai pas changé, j'ai carrément pas changé. Vous aviez toujours la même vision, le même. Exactement. C'était la même plus tendance comédie, du fantastique. Et là, c'est purement fantastique, d'accord. Et là, pour le fantastique, il y a toujours, c'est-à-dire il y a du réel. Quelque part, il y a du réel qui a été alterné. D'accord. Il y a le vecteur de la subjectivité de l'être humain qui a fait que la réalité a été alternée. D'accord. Et c'est là la principale motivation. Pour comprendre alors ces vous avez fait on va dire, parce qu'on ne peut pas vraiment s'étaler dans ce truc, parce que là c'est indirect, donc on est obligé on a un certain timing à respecter. Donc vous êtes arrivé à on va dire, à des sites magnifiques, d'ailleurs, qu'on va un petit peu voir dans un petit moment, dans quelques temps. Donc, parlez-nous un petit peu de ces nouveaux sites. Parfait. Donc, la découverte, du côté de Belabès. C'est-à-dire, pour l'annoncer, c'est une découverte de pyramides, carrément, d'accord. C'est des pyramides qui n'ont pas été répertoriées, comme vous pouvez voir sur le VTR. D'accord, on passe, voilà. Voilà. Les voilà. Exactement, c'est au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbas. D'accord. Et la wilaya de Sidi Bel Abbas grouille de deux pyramides. Hein. C'est pas que ces trois-là. Si on peut faire un arrêt, une pause rapidement. Est-ce qu'on peut faire une pause, s'il vous plaît, Soria, s'il vous plaît? Non, laissez-nous l'image. Sur le VTR. Laissez-nous l'image sur le VTR. Voilà. Laissez-nous juste l'image sur le VTR, s'il vous plaît. Parce que c'est important. Parfait. Très bien. Voilà, merci. Voilà. Donc laissez-la. Exactement. Là, on voit trois pyramides. D'accord? Oui. Ah bah oui, effectivement. La première, c'est l'effet d'optique, hein, parce que la première, c'est la pyramide moyenne. Celle au milieu, c'est la plus grande pyramide. D'accord. Et la troisième, c'est en rouge, au fond. D'accord? Au fond, oui. C'est à un rayon d'un kilomètre entre les différentes pyramides. Est-ce que ça ressemble un petit peu aux pyramides de Giza? Exactement. J'ai choisi ce site parce qu'il y a une similitude. Parce que ceux qui se sont déplacés pour justement visiter ce site magnifique, donc il y a une similitude qui ne passe pas inaperçue. Exactement, parce qu'en faisant la recherche, c'est-à-dire voilà. Voilà. Si donc on peut on voir a là. ça. Est-ce que vous pouvez faire un arrêt sur image, s'il vous plaît? Parfait. Voilà. Donc, la similitude entre ces pyramides-là, c'est-à-dire au niveau de la wilaya de Bel Abbas, exactement, on est à Oued Sefion là, d'accord, et celle du Gizeh, c'est déjà la disposition en triade. Justement, voilà. D'accord, ça c'est en premier, d'accord. Si on fait une analogie entre les positions des pyramides du Gizeh et celles de Oued Sefion, on a un emplacement identique. Ah, les pyramides salines, c'est-à-dire à une échelle double, parce que je pense qu'il y a entre la distance entre la pyramide de Khéops
Et la deuxième pyramide, la moyenne, exactement, Khéfren, Oui. il y a 470 mètres qui séparent. Là, on est à peu près 1 kilomètre. C'est le double. Donc c'est une échelle double. D'accord. Mais ce qui est marquant, si on peut revenir à la photo d'avant, c'est-à-dire avec les coordonnées. Ah d'accord, alors je ne sais pas. Voilà. Donc, alors, arrêt sur image. Les coordonnées. Ah d'accord, alors je ne sais pas. Voilà. Donc, alors, arrêt sur image, s'il vous plaît, voilà. Gardez-la comme ça. Les coordonnées de la pyramide au milieu, la plus grande pyramide. Oui, celle qui est au milieu, oui. Si on faisons l'analogie, c'est celle de Khéops par rapport au Gizeh. Donc les coordonnées, on a le chiffre magique 299. C'est ça qui a un aspect assez mystique par rapport aux pyramides en Égypte. Oui. Et c'est le point qu'on retrouve. Donc il y a une grande ressemblance. Exactement. Alors est-ce que vous pouvez, vous en tant que chercheur, en tant que randonneur, en tant que personne qui fait beaucoup les déplacements chercheur, en tant que randonneur, en tant que personne qui fait beaucoup les déplacements afin de découvrir, ce sont des déplacements de découverte. Exactement. Est-ce que vous, à votre avis, ce sont ceux qui ont construit ces pyramides de Belabès? Est-ce qu'on peut éventuellement faire cette probabilité? Scientifiquement, je pense pas, parce que c'est assez extrême comme information. Mais il faut dire que, c'est-à-dire, il y avait, d'un point de vue anthropologie, c'est-à-dire la doctrine était probablement la même. L'ésotérisme, c'est-à-dire les sciences de l'astrologie, tout ce qui est genre qu'on qualifie de magie et tout, c'était un truc genre très répandu, c'est-à-dire au niveau mondial. D'accord. C'est-à-dire, mais si la différence entre ces pyramides-là et les pyramides du Gizeh, c'est au niveau d'apex que les pyramides pointent vers c'est-à-dire les étoiles. La constellation d'Orion, par exemple. L'alignement en triade, c'est un alignement qui est fait, c'est-à-dire par rapport à des étoiles. C'est la même chose ici, sauf que si on peut revenir sur l'image. Est-ce qu'on peut revenir sur l'image, s'il vous plaît, l'équipe? Les pyramides, c'est ça qui est intéressant. Les pyramides, c'est genre d'orientation. Elle est formée comme une flèche, d'accord? Si on peut revenir sur l'image rapidement. Ah d'accord, très bien. Ils ne peuvent pas revenir, je crois. S'il vous plaît, juste une petite exception, parce qu'il n'a pas encore fini son... Commentaire rapidement. On est en train de... C'est pas grave. C'est pas grave, les aléas du direct, c'est pas grave. Donc on a les pyramides qui pointent, la pyramide au milieu, la plus grande, elle pointe vers le nord. Celle moyenne, c'est-à-dire sur la première, c'est-à-dire en apparition sur le VTR, elle pointe vers l'est. Et ce pointage, il n'est pas genre anodin. D'accord? Ça pointe vers d'autres pyramides au nord, vers Onet, sur la wilaya de Belabès, où il y a trois autres pyramides qui sont alignées, c'est-à-dire en perpendiculaire avec Portus Magnus. Ça, c'est vraiment technique. C'est vraiment technique. On est à 82 km vol d'oiseau. C'est vraiment. Eh bien, j'espère que notre ministère de la Culture prendra en considération cette découverte. Exactement. Donc, certainement, il faut faire un dossier, moi je pense, et il faut le déposer au niveau du ministère pour pouvoir éventuellement avancer dans les recherches de ces pyramides et peut-être un classement. On ne peut pas savoir. C'est l'objectif, c'est de répertorier ces sites-là, parce qu'il y a ce site au niveau de Oued Sefioun, à Honet, à Saïda, Sarno au niveau de Belabès, c'est toujours en disposition en triade. Oui, c'est en rayon de quelques kilomètres. Et ce n'est pas les seuls, parce que c'est au niveau national. Et les pyramides là, c'est-à-dire la dimension des pyramides. Une belle découverte pour le mois du patrimoine, Mohamed Amin Rezizet. Donc je rappelle que vous êtes secrétaire général du comité du patrimoine matériel et immatériel et bien sûr de l'organisation nationale du travail touristique. Et là, je m'adresse à vous une toute dernière question. On va dire... quelle loi, justement, pour la sauvegarde du patrimoine culturel? Tout à fait. Donc, il existe la loi de 98, que moi, je trouve qu'elle est un peu archaïque. Donc, il faut une révision de la loi, carrément, parce que les peines ne sont pas assez sévères, vu l'ampleur des crimes, c'est-à-dire commis sur des objets, sur l'histoire de toute une humanité et tout ça. Donc, revenons, par exemple, cher monsieur, il a dit, on a fait des découvertes. Donc, chaque fouille ou recherche archéologique est soumise à une autorisation du ministère de la Culture. Voilà. À défaut, les personnes sont punies par la loi de 1 an à 3 ans de prison ferme.
J'espère que vous n'avez pas. Non, il est à la tête de, il est à la tête d'un comité. On a les autorisations du Wali, oui. de la wilaya d'Oran. Très bien. Donc il a toutes les autorisations, donc ça va. Même la brigade. Ça... Oui. Oui. Ouais. Parce que, et donc ça, c'est-à-dire quand il y a, parce qu'on voit certaines fouilles clandestines avec les détecteurs de métaux. Oui. Donc ils abîment, ils font des recherches. Donc dans le cas où ces personnes, c'est-à-dire quand il y a une fouille archéologique, il y a des découvertes d'objets, d'histoire ou autres, donc si qu'elle soit la fouille autorisée ou non autorisée. Si ces objets ne sont pas déclarés, donc la peine, elle est de 2 ans à 5 ans. Ah, quand même. Voilà. Avec une amende? Oui, c'est sûr. Qui s'élève à combien? À 200 000, 500 000, c'est pas suffisant. Ah, c'est pas Moi, suffisant, j'aimerais bien ça. qu'on révise la loi. 2000 dinars? Non, 200 000 dinars. Ah, d'accord. C'est pas ce que je vous ai dit. La loi de 98. Hein. Oui, ouais, donc elle il doit faut être une révisée, révision, c'est ça. effectivement, Depuis oui. 98, rien n'a été révisé. Donc ensuite, il y a, c'est-à-dire tout ce qui est recel, c'est-à-dire des objets, parce qu'il y a des objets qui sont volés, des musées. Parce que nous, on a vécu un génocide carrément culturel oui, et tout sûr. ça. Après par la France coloniale. Civilisation. Voilà. Non, d'abord par la France coloniale qui a tout volé, même les missionnaires français qui ont volé. D'ailleurs, moi j'ai lu, il y avait une relique qui s'est retrouvée au Vatican, au musée du Vatican. Et tous les musées français carrément et les bibliothèques regorgent de nos objets. Voilà. Donc tout ce qui est déjà, l'Algérie, elle a commencé, le gouvernement algérien a commencé la restitution. Par exemple, il y a eu même l'intervention de la société algérienne pétrolière Sonatrach, qui a restitué 173 tableaux qui ont été peints par une Américaine, Georgia Abou Saada, et qui ont été restitués par son fils, son unique héritier, donc Jelloul Marbrouk. Donc 173, c'est pas anodin. Oui. Donc ils sont au niveau du musée des arts populaires, au niveau d'Alger et des beaux-arts plutôt d'Alger. Donc on a restitué pas mal de choses. Et la dernière, voilà, il y a eu, avant que je parle de la restitution, il y a eu création. Faire vite parce que là on arrive 2005, à la fin de notre. Il y a eu passage. 7 cellules dépendant de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale pour la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel. Et il y a aussi la loi de finances de 2010 qui a permis à toute personne qui veut faire don de ce qu'elle a comme objet, c'est-à-dire qui font partie du patrimoine, c'est-à-dire de déduire cela des impôts avec un plafonnement de 30 millions de dinars. Eh ben ça va. Voilà. Donc il y aura certainement une révision dans ce sens-là. Et de toutes les façons, un dernier mot, Abdelhak. Oui, je voudrais juste revenir sur les circuits parce que, en fait, les circuits, c'est des prétextes pour connaître encore plus la ville. Effectivement. Et dans l'association, on a créé aussi des circuits thématiques. Effectivement, oui. Dont le circuit des écrivains célèbres. Ah oui, ça c'est vrai. Ces circuits-là, d'abord, nous avons Albert Camus, donc, qui a vécu 18 mois à Oran. Donc il y a des écrits sur la ville. D'abord la peste, hein. Oui. Le prix Nobel de littérature, ça se passe à Oran. Hein. Voilà. Alors que donc il y a pas mal d'écrits où il parle de la ville et ça a été justement un prétexte pour faire une balade à Oran sur les traces d'Albert Camus. Nous avons un second écrivain qui lui est oranais, c'est Emmanuel Robles. Oui. Donc lui aussi il a écrit sur Oran et nous avons un circuit Robles. Autre écrivain, ça ce n'est pas encore très bien connu, c'est Cervantes. Bon, oui. On sait que Cervantes a été captif à Alger pendant 5 ans, mais on ne sait pas qu'il a visité Oran. Il est venu ici en 1581, envoyé en mission par la couronne, il est resté 2 mois, et quand il était là, on lui a raconté le fameux siège d'Oran par Hassan Pacha, qui avait donc, en 1563 assiégé la ville, une grande bataille. Donc il a vérifié, il est passé, il a inspecté un peu les fortifications oranaises. À l'époque c'était espagnol. Hein, donc, oui. Et de là est sortie une pièce qui n'est pas très connue, pièce théâtrale, qui s'appelle El Gallardo espagnol, oui. Le vaillant espagnol, oui. Et dont l'action se situe à Oran. Eh bien voilà. Et donc on a créé aussi un circuit sur cette question-là. Hein. Donc, bon, un écrivain aussi dont le passage n'est pas très connu, c'est Guillaume Apollinaire. Il est passé à Oran.
Et la liste est très longue, d'ailleurs, sur les écrivains on peut penser à d'autres. Hein. Par exemple, pour le moment, je pense, peut-être qu'on peut créer un circuit Abdelkader Alloula. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est une ingénieuse idée, hein, voilà. on va dire. Donc, en fait, il y a énormément de personnages sur lesquels on peut bâtir un circuit. Un circuit. Très bien. Donc, on vous verra la semaine prochaine avec un autre sujet qui est en relation avec le mois du patrimoine. Marhaba bik, c'est toujours un plaisir. Merci, Maître Djamila Saber, et merci à Monsieur Mohamed Amin Rezizet. Alors, lui, je vais vous dire, parce que là, c'est très long pour moi. Alors, c'est le secrétaire général du Comité du patrimoine matériel et immatériel et de l'Organisation nationale du travail touristique et chercheur multidisciplinaire. Et voilà. Donc, merci à vous. Merci. Donc, je vous garde avec moi justement pour découvrir avec nous un sujet très important qui a été fait et signé par Nebi Noui, le rédacteur en chef de la production de la station régionale d'Oran, sur, on va dire, voilà, le fort de Boussemroun. Et on se retrouve juste après.